Donc en préambule de mon intervention, je vais rappeler quelques points de repère concernant l'histoire de l'engagisme africain aux Antilles et à la Guyane française, puisqu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Donc en 1852, 4 ans après l'abolition de l'esclavage de 1848, le gouvernement français, en accord avec les grands propriétaires terriens et les autorités coloniales locales, opte pour l'introduction en nombre au sein de ces colonies de travailleurs munis de contrats d'engagement. Alors ces migrations de travail sont encadrées et subventionnées par l'État et le séjour en colonie s'effectue dans un cadre juridique bien déterminé. Dans ce cadre, de 1853 à 1889, plusieurs milliers d'immigrants, là je reprends le terme de l'époque, engagés sont introduits. Ce qui représente des apports importants de population, d'autant qu'une grande partie d'entre eux construit le reste de sa vie dans ces colonies. Alors leur contrat d'engagement prévoit qu'ils doivent travailler pendant plusieurs années, de 5 à 10 ans, selon l'origine géographique des immigrants, pour le compte de la personne qui achètera leur contrat. Ils ne choisissent ni le type de travail qu'ils devront effectuer, ni leur employeur. Ce dernier, qui est appelé engagiste, leur doit le logement, la nourriture, l'habillement, les soins, ainsi qu'un maigre salaire. Donc le contrat d'engagement est insécable, c'est-à-dire que les engagés ne peuvent le rompre avant le terme échu, d'année échue. Donc en colonie, les engagés se trouvent dans une situation de forte dépendance vis-à-vis de leurs engagistes et dans une situation socio-économique des plus précaires. Précarité et dépendance qui sont accentuées par le statut d'immigrants qui les place en dehors du droit commun et qui les suit tout au long de leur vie, même après leur contrat d'engagement. Alors il faut souligner ici la spécificité de l'engagisme africain par rapport à l'engagisme tel qu'il est défini au départ, c'est-à-dire selon le décret ministériel du 27 mars 1852, dans lequel il est notifié que l'engagisme doit reposer sur le principe de la liberté individuelle. Le recruté doit être de statut libre, s'engager volontairement et être au fait des conditions de son engagement. Alors ceci n'est absolument pas le cas de 98% des 16 694 immigrants africains qui vont débarquer aux Antilles. De fait, cette migration se composait de 2 flux migratoires distincts. Un premier où les recrutements s'effectuaient donc au sein de populations africaines jouissant d'un statut libre, donc c'est 2% de l'ensemble, et un second où les recrutements s'opéraient au sein de populations de conditions captives avec la méthode dite, je cite, du rachat préalable de captifs. En fait, par ce procédé, les recruteurs français achetaient des captifs sur des marchés d'êtres humains du littoral ouest africain pour leur imposer un contrat d'engagement de travail de 10 années à effectuer outre-Atlantique. Contrat sur lequel ces derniers figuraient comme noirs libres, c'est au niveau de la flèche rouge. Et là, je vous l'ai écrit pour que vous puissiez lire le préambule du contrat. Il s'agit donc ici vraiment d'une migration et d'une mise en engagement forcée. Alors après avoir conduit ma recherche doctorale sur cet engagisme africain, son organisation politique et diplomatique, les recrutements en Afrique, la migration transatlantique et le temps de l'engagement en colonie, mes recherches s'articulent maintenant autour de 2 grands axes. Alors le premier vise à appréhender en fait les processus d'insertion sociale, politique, économique et culturelle des différentes générations qui se sont succédées en Martinique et en Guadeloupe depuis ces primo-migrants jusqu'à leurs descendants actuels. Je mets le terme descendant entre guillemets, vous verrez pourquoi. Et le second axe s'inscrit dans un groupe de recherche qui est nommé ALTER, dans lequel nous travaillons sur les histoires orales alternatives dans la Caraïbe du 19e siècle à nos jours. Donc pour ma part, j'y étudie les mémoires tant publiques que privées et tant collectives que familiales qui ont trait à l'engagisme, aux immigrants africains et à leurs descendants. Alors je désigne par le terme de descendant toute personne ayant dans sa généalogie un ou plusieurs immigrants africains, et cela ne définit absolument pas un groupe social particulier. Plus spécifiquement, pour le moment, je ne me suis penchée que sur les histoires orales à un niveau familial et ou individuel.
Et donc en croisant source orale et source écrite, il s'agit tout à la fois pour moi de comprendre leur insertion, en retraçant notamment des parcours transgénérationnels en fait de lignées d'immigrants, si on peut dire, et aussi d'appréhender quels souvenirs restent-ils et quelles histoires se racontent sur cette migration transatlantique, donc forcée pour la quasi-majorité des immigrants africains, quelles histoires se racontent aussi sur le continent africain, sur l'expérience de l'engagisme, en tant que système de travail et aussi par rapport à ce statut juridique particulier, sur leurs aïeuls africains, sur les enfants et les petits-enfants de ces derniers. Donc il s'agit vraiment aujourd'hui de vous présenter une recherche qui est en cours, que je commence, et j'ai choisi de vous exposer un peu ma méthodologie et aussi les premières pistes. Et pour l'instant, je ne parlerai que de mon expérience avec la Martinique. Alors, mon parti pris de départ était de ne solliciter que des personnes qui savent avoir des ascendants immigrants africains. Donc, à travers les archives, en particulier les registres d'état civil, que je dépouille de façon systématique, je suis en mesure d'identifier des descendants d'immigrants africains, mais en les contactant, j'aurais eu l'impression en fait de leur assigner une ascendance, voire même de leur créer. Donc plusieurs voies se sont proposées, mais que ce soit pour la rencontre avec des personnes ressources ou des descendants directement, c'est les conférences en fait que j'ai pu donner, alors dans différents cadres, ça peut être à l'université, mais aussi aux archives départementales, ou au sein aussi de clubs de généalogie, ou au sein d'associations culturelles et artistiques. Donc plus généralement la médiatisation en fait de mon travail doctoral, qui ont été essentielles. À l'exception d'un cas, sur 11 entretiens que j'ai pu effectuer en Martinique, c'est toujours suite à une de mes conférences que le contact s'est fait en fait. Parce que lors de celle-ci, la personne qui m'introduit ou moi-même, on spécifie toujours à un moment que mes recherches en cours, enfin sur quoi je travaille actuellement, et le fait que je recherche à rencontrer des descendants. Donc en toute logique, viennent à mes conférences des personnes intéressées par le sujet pour de multiples raisons, mais l'une d'entre elles est parfois qu'ils se savent avoir des aïeuls immigrants. Et ces interventions donc permettent alors une première approche non individualisée où ces personnes peuvent se faire une opinion de mon travail, de mes propos et de ma personne, et ils sont ainsi libres de venir me parler ou pas. Et des échanges, souvent les gens viennent me parler après les conférences, et ça me permet aussi de solliciter à ce moment-là un entretien avec eux. Donc pour 4 des 7 familles avec qui je travaille, le premier contact donc s'est fait sur leur initiative après une conférence, et ces derniers, connaissant leur ascendance, voulaient la partager avec moi ou en savoir plus en fait. Donc pour une autre famille, c'est une personne ressource qui est fortement impliquée en Martinique sur les questions de généalogie, qui m'a mis en relation avec une famille qu'elle connaissait et qui normalement se savait descendant d'immigrants africains. Pour une autre encore, la rencontre a été un concours de circonstances que je développerai pas ici, mais suite à une conférence que j'ai donnée à Libreville dans le cadre de l'association des Caraïbéens du Gabon. Et la première personne donc de cette famille que j'ai rencontrée par cette association d'Antillais mais au Gabon, avec qui j'ai été en contact, ne connaissait pas en fait son ascendance immigrante africaine, et la dernière de ces 7 familles qui était liée à la précédente m'a été présentée par un des membres de celle-ci à ma demande, et celle-ci aussi ne connaissait pas en fait son ascendance immigrante africaine. Ainsi, mon parti pris de départ a bougé suite aux opportunités de rencontres qui se sont présentées. Alors, autre point que je voudrais mentionner, les premiers informateurs que j'ai rencontrés pour chaque famille sont des personnes qui ont à peu près la cinquantaine et qui sont très souvent engagées dans des recherches généalogiques sur leur famille, mais toutes branches confondues, pas que sur la branche qu'on pourrait dire immigrante africaine. Et c'est suite à une première rencontre avec eux qu'ils me proposent en général de me présenter d'autres membres de leur famille, de la génération précédente, voire même celle encore au-dessus, qui sont, selon eux, plus à même de connaître l'histoire familiale et de pouvoir m'aider. Donc ainsi, en général, un premier entretien débouche sur un autre entretien où je suis introduite par mon premier informateur. Alors le fait que plusieurs de ces personnes soient engagées dans des recherches généalogiques sur leur famille et l'histoire de celle-ci influence en fait la manière de rentrer en relation et de conduire les entretiens tout au moins au début.
Sachant l'intérêt donc de mes interlocuteurs pour leur généalogie, j'arrive toujours à un entretien avec des informations donc que moi j'ai trouvées dans les archives sur par exemple des dates de naissance, des dates de décès, de baptême, de mariage religieux, etc. Et je leur soumets les généalogies de leur famille que j'ai pu reconstituer. Alors, nombre de ces derniers ont eux aussi procédé à des recherches et ils arrivent aussi avec leurs propres données. Donc ainsi, les entretiens commencent toujours en fait par une sorte de travail généalogique commun sur les lignées familiales issues d'un ou d'une immigrante africaine. Alors moi, j'ai principalement des données sur le 19e siècle parce que moi, en fait, je pars de la période 1857-1862, la période d'arrivée des immigrants africains, et je remonte les états civils vers le contemporain. Et eux, en fait, ont plutôt des informations sur le 21e, 20e siècle, parce qu'en général, ils partent d'eux et ils remontent dans l'autre sens. Donc c'est un peu l'occasion d'une mise en commun de données et un véritable échange en fait de connaissances et d'informations qui se complètent et qui se corrigent en général. Donc cela me donne aussi un support concret pour discuter de tous les membres de la famille évoquée, donc depuis les primo-migrants jusqu'à mes interlocuteurs, donc sur leur métier, leurs relations intimes, amicales, sociales, les lieux de vie, les propriétés terriennes aussi, mobilières et les engagements politiques de différentes personnes dans ces familles. Donc j'interroge aussi plus directement mes interlocuteurs sur la connaissance et la transmission d'une histoire particulière de ces migrations, de l'origine africaine de leurs aïeuls, des pratiques linguistiques, socioculturelles transmises. Alors à un moment, je me suis demandé, ça m'a beaucoup tracassé. Je pense que c'est vraiment une question d'historienne et pas d'anthropologue, mais du coup je la pose aux anthropologues aussi ici. Je me suis demandé s'il n'était pas un peu paradoxal que mes enquêtes, donc pour réfléchir à la constitution, à la transmission d'histoire orale, bon ici familiale, contribuent en fait pleinement à la transmission, à la constitution de celle-ci. Comment penser en fait des histoires orales que je contribue à construire avec mon livre qui a été publié et qu'en général les gens achètent et lisent, mes conférences et mes sortes d'apports individualisés. Par exemple, quand j'ai retrouvé dans les registres des hypothèques l'acte de terrain l'acte d'achat d'un terrain qui s'appelle la Concorde, qui est, pour ceux qui connaissent la Martinique, situé aux Trois-Îlets, qui est acheté par Kimbi, un aïeul immigrant africain, qui a vécu centenaire de la famille Kimbi Loubaye, avec qui je travaille beaucoup. Je vous ai mis un peu la généalogie ici pour que vous y retrouviez. Je n'ai pas pu m'empêcher, en fait, d'envoyer l'information tout de suite à une des informatrices, qui est Chantal, tout en dessous, qui est la première personne avec qui j'ai été en contact pour cette famille. Donc nous conduisons en fait une sorte de recherche commune avec certains de mes informateurs, bien que nous n'avons évidemment pas le même objectif. Pour moi, c'est la production d'un savoir historique et pour eux, c'est plutôt une enquête sur une ou des origines. Par ailleurs, ma recherche encourage souvent les gens dans leur propre recherche. Pour preuve, à mon retour quelques mois plus tard, j'ai fait 3 terrains pour l'instant en Martinique, plusieurs de mes informateurs en fait avaient mis de côté des documents ou des informations, voire des nouvelles histoires orales qu'ils avaient trouvées entre-temps. Alors je participe ainsi pleinement en fait à construire l'objet que je suis censée étudier et quoique cet été, lors donc de mon 3e terrain, j'ai été invitée donc à une fête de famille dans cette famille et un discours et une discussion de 2 des membres de la famille Kimbi Loubaye m'a fait fortement relativiser cette position d'avoir l'impression de vraiment construire l'objet que j'ai étudié. Dans son discours, Maurice, donc vous l'avez ici, donc c'est l'un de mes informateurs privilégiés, je me suis entretenue plusieurs fois avec lui, proclama donc à l'ensemble de la famille: aujourd'hui 22 mai, nous sommes tous ici pour célébrer la mémoire de nos ancêtres esclaves et aussi de Papa Kimbi, dernier Africain esclave de la Martinique, notre aïeul et à nous tous ses descendants. Et plus tard dans la soirée, une autre membre de la famille affirma que ce fameux terrain de la Concorde, qui est appelé terrain Kimbi, avait été donné donc à Kimbi par son patron et le terme employé était par son maître. Ainsi, les longues conversations que j'avais eues, archives et ouvrages à l'appui, lors de mes 2 précédents voyages avec Maurice et de nombreux membres de la famille, donc sur notamment la date d'arrivée postérieure à l'esclavage, le statut d'immigrant et non d'esclave, l'acte d'achat de Kimbi que j'ai transmis à la famille, que j'avais trouvé au registre des hypothèques, tout cela en fait n'a pas eu d'effet sur le récit familial qui est construit en fait depuis des décennies et donc on voit bien
que là, on n'est pas du tout dans les mêmes registres. Et il a noté aussi, ça je pense que ça joue, que Maurice donc est âgé de 88 ans et que lui n'est pas du tout impliqué dans une recherche historique et généalogique par rapport à l'histoire de son histoire familiale. Ceci est l'affaire de ses enfants. Donc c'est la dernière ligne que vous voyez, les enfants de Maurice ou ses neveux, qui sont plutôt des gens de la cinquantaine, et c'est eux qui sont dans des démarches généalogiques et que j'ai rencontrés en premier. Je pense que les différences de génération là jouent aussi. Je pense que eux ont intégré dans leur discours l'acte d'achat trouvé et toutes les autres éléments. Donc le recours à l'histoire orale, en fait, qui est nouveau pour moi, parce que moi j'ai vraiment jusque-là travaillé que avec des archives et plutôt du 19e, m'a apporté en fait des éclairages précieux dans 3 domaines particuliers, particulièrement importants pour mes recherches. Premièrement, elle permet l'identification de parentés qui ont échappé à l'enregistrement, par exemple, de l'état civil. Par exemple, l'identification de pères qui n'ont pas reconnu leurs enfants. Les informateurs donnent souvent ainsi des informations précieuses sur ce qu'ils peuvent appeler les différents lits d'un des membres de leur généalogie, qui est quand même une pratique très commune aux Antilles. Donc cela donne à voir en fait des réseaux de sociabilité bien plus étendus que ce que je pouvais trouver dans les archives écrites. Deuxièmement, mes informateurs m'ont fait découvrir la pratique courante d'attribuer un autre prénom que celui déclaré à l'état civil, autre prénom qui est vraiment utilisé couramment, ce qu'on appelle souvent le nom savane. Et une véritable en fait relecture de certaines de mes sources a parfois été faite avec mes informateurs, qui me révélaient en fait que 2 personnes aux prénoms différents, par exemple l'un dans l'état civil, l'autre dans les recensements de population, qui moi je pensais vraiment que c'était des personnes différentes, étaient en fait une seule et même personne. Donc les documents administratifs font parfois mention de cette pratique avec les dits surnommés, ou encore dans les registres d'hypothèque, des fois on trouve, il y a un nom, dit deuxième prénom, appelé en famille, troisième prénom, mais cela n'est pas systématique en fait. Donc ça m'a aidé aussi à éclaircir, identifier les personnes. Et troisièmement, les récits oraux complexifient les catégories de travail, qu'il faut bien le dire, sont très laminaires dans les archives. La catégorie de cultivateurs, notamment, que je trouve énormément pour le second 19e siècle et début du 20e siècle, ne recouvre en fait qu'une petite partie des activités des personnes. Nombre des acteurs ont en fait de multiples activités et sources de revenus. Par exemple, donc un des membres de la famille Kimbi Loubaye, François, je le trouve toujours sous le métier de cultivateur. Tout au long de sa vie, dans les différentes sources d'archives, il est toujours cultivateur. Et en fait, avec les récits notamment de Maurice, mais aussi de Rosalie et Simone, en effet, il a un terrain qu'il cultive. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a occupé différents métiers. Notamment, il a pendant longtemps, il construisait des routes en embauchant une équipe, donc composée d'hommes et de femmes, qui travaillaient pour lui sur des chantiers, en charriant les pierres des terres. Et il me répétait que vraiment, il était patron. En fait, c'était quelqu'un de très connu aussi dans la commune. Là, c'est la commune du Diamant en l'occurrence, où cette famille a été très implantée pendant longtemps, et que c'était vraiment quelqu'un qui était connu pour construire les routes et qu'embauchait des gens. Donc ça, du coup, on relie complètement aussi le parcours des gens, et de même la pratique du coup de main, qui est très très présente dans les récits oraux et qui fait vraiment partie de la culture antillaise, est toujours absente des sources écrites. Et du coup, avec ces récits oraux, on ouvre à des domaines invisibles dans les archives, et on donne ainsi une autre dimension aux rapports sociaux, en apportant, je trouve, une vision beaucoup plus dynamique de la société et des parcours de vie. Par ailleurs, la confrontation archive-écrite récits oraux amène des indices intéressants sur la construction de la mémoire familiale ou sur celle d'un de ses personnages. Par exemple, Maurice, dit de Kimbi, donc son aïeul immigrant africain, en fait, qu'il a connu. Kimbi a vécu centenaire, quasiment, et Maurice était âgé de 12 ans au décès de celui-ci. Et ses premiers souvenirs avec lui remontent à ses 5-6 ans, donc en 1933, 34, 1940. Donc il dit de Kimbi que ce dernier était seul, sans amis, qu'il n'avait pas un sou, et je cite, il n'était rien, mais vraiment rien du tout. Et que donc il n'aurait pas pu acheter ce terrain. Il y a tout un truc dans la famille autour de l'achat du terrain.
Donc, comme je vous l'ai dit, dans le registre d'hypothèque, j'ai trouvé qu'il avait acheté donc ce terrain pour une somme de 475 francs, donc qui à l'époque, il l'achète en 1894, est assez conséquente. Et par ailleurs, dans les registres paroissiaux et ceux de l'état civil, j'ai pu constater qu'il était témoin d'un mariage en 1880, donc de 2 immigrants africains, et il est 2 fois parrain en 1898 d'enfants d'immigrants africains en fait. Donc il n'est pas du tout 5 minutes, d'accord. Il n'est pas du tout, il est loin d'être un individu isolé, sans relation sociale. Mais en fait, mon informateur Maurice, quand il il le côtoie, donc 40 ans après ces événements, et il le rencontre, il est à l'hospice des Trois-Îlets, donc il faut imaginer l'hospice des Trois-Îlets dans les années 30. Il est âgé depuis 90 ans, et en effet, à ce moment-là, il est seul et sans argent. Donc on voit bien que ces souvenirs et cette mémoire sont construites par rapport à un moment T, à une période précise et celle qu'il a connue. Et il ne relate pas d'anecdotes en fait directement vécues. On peut donc supposer, en tout cas pour cet informateur, qu'il n'y a pas eu de transmission d'un récit sur l'ensemble de la vie de Kimby et que ce dernier n'a pas forcément raconté ce qu'il a vécu. Alors ces distorsions nous livrent, en fait, je trouve des renseignements sur comment ces récits sont construits et sur les représentations aussi qui sont à l'œuvre chez certains de mes informateurs. Alors je vais vous donner mes premières pistes pour l'instant autour des histoires orales, donc dans le langagisme africain. Alors premier constat, il faut vraiment distinguer différents sujets dans le même sujet en quelque sorte. Le système de langagisme recouvre plusieurs thèmes. Il y a la vie en Afrique, la capture esclavage, la traversée de l'Atlantique, l'arrivée en Martinique, le système de travail particulier et le statut particulier d'immigrants par rapport à la population locale, le lien à l'habitation et aux engagistes. Il faut aussi distinguer les histoires se rapportant à des aïeuls venant du continent africain après l'abolition de l'esclavage et celles ayant trait à l'engagisme. En effet, donc dans mon panel constitué de cette famille, nombreux sont ceux qui savent avoir dans leur généalogie ce qu'ils appellent un Africain, arrivé, souvent ils disent après. Alors après, en général, je pose la question, je suis là, mais après quoi? C'est jamais vraiment dit, c'est après. En fait, c'est sous-entendu après l'abolition de l'esclavage, donc de 48, mais sans autre connaissance sur le système migratoire par lequel ils sont venus. De l'engagisme, du contrat d'engagement, du statut particulier d'immigrant, tout ça. Ils connaissent en fait des histoires sur cet aïeul africain, particulièrement sur sa vie en Martinique, mais pas forcément sur son expérience migratoire. Et surtout, j'ai pas du tout trouvé sur l'engagisme et cette forme spécifique de travail et sur ce statut. Alors, il ne semble pas avoir de grands récits sur cette expérience migratoire et de travail. Pourtant, par mes entretiens, je constate que certains immigrants ont raconté certains aspects de leur expérience migratoire, ont parlé de leur pays d'origine et ont continué à parler leur langue africaine à leurs enfants et petits-enfants et garder des pratiques culturelles qui leur sont propres. Il y a encore des chants aujourd'hui en lingala et en kikongo dans une certaine famille. Et par exemple, Maurice Kimby lui avait appris à compter. Alors soit c'est du kikongo ou en lingala. Il lui avait appris à compter dans cette langue et il y avait des expressions. Les personnes donc savent cela, sans un rappel, mais sans forcément le raccrocher à une histoire en fait plus générale et à un récit même individuel plus structuré. C'est comme s'il y avait des traces en fait, mais pas de trame générale avec une chronologie précise. Au niveau de la mémoire collective martiniquaise, tout au moins de ce que j'ai pu en apercevoir avec le public de mes interventions et les Martiniquais que je rencontrais et que je rencontre quotidiennement, la connaissance historique de l'engagisme africain ou immigration africaine semble très approximative et souvent inexistante. Nombreux sont ceux qui m'ont dit qu'ils découvraient cette histoire après une conférence ou un entretien. Pour autant, nombreux sont ceux, et souvent les mêmes, qui ont une anecdote sur ce qu'on appelle les Congos. Des proverbes, des expressions créoles, des chansons, même des histoires. J'y reviendrai après. Et les acceptions de ce terme sont importantes en fait à considérer. Alors la définition qu'en donne le dictionnaire encyclopédique des Antilles et de la Guyane, donc vous l'avez ici, donc fait bien clairement référence aux engagés africains arrivés après l'abolition. Mais ceci est loin d'être évident quand on interroge la population qu'emploie ce terme Congo et qui est présente dans la langue créole. Ce terme signifie alors beaucoup plus généralement l'Afrique ou africain. Et souvent avec une connotation négative. En fait, un Congo, c'est quelqu'un qui est un idiot,
c'est un peu un plouc, pour correspondre à un langage hexagonal, ou surtout ça renvoie à quelqu'un qui n'est pas civilisé, qui parle pas bien le français, qui marche pieds nus, un bouseux un peu. Autre constat, la connaissance qu'ont les personnes de leurs ascendants africains ou immigrants a des origines diverses et fort variables, et ce même au sein d'une même famille en fonction de la génération à laquelle les personnes appartiennent. Par exemple, pour la famille Kimbi-Loubaye, les 4 aînés octogénaires, je me suis entretenue en fait avec 3 d'entre eux, ceux qui sont entourés, ont connu Kimbi, qui était donc leur arrière-arrière-grand-père maternel. Comme je l'ai dit, qui est mort centenaire en 1940. Alors, leurs souvenirs se rattachant à lui viennent de leur contact direct avec ce dernier durant leur enfance. Je dois arrêter ? Oh, mon Dieu. Et aussi pour beaucoup de leur grand-mère, Da, qui était très proche de son grand-père et fort à même de parler de ce dernier. Et dans cette lignée familiale, cette grand-mère est vraiment un personnage fort qui est présent dans tous les entretiens, alors là pour toutes les générations, et qui a fortement marqué les esprits et qui, elle, a porté et vraiment transmis l'histoire de la famille. Pour autant, je vais essayer de conclure rapidement, ces anciens n'ont pas forcément transmis spontanément cette histoire à leurs enfants. Et d'après mes entretiens, ce sont plusieurs de ces derniers, donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, âgés d'une 50aine d'années, qui ont été les sollicités et qui ont été, et c'est assez récent, quand ils ont commencé leur démarche généalogique, ils sont allés solliciter les anciens de la famille. Alors, pour conclure... Ouais. Alors, je vais dire cette phrase-là. Donc, aucune des personnes que j'ai interviewées, pour le moment, quelle que soit la génération considérée, ne se définit comme Congo ou descendant de Congo et ne se réclame de cette histoire en défendant une spécificité historique, sociale ou culturelle par rapport au reste de la population martiniquaise descendante d'esclaves ou d'affranchis. Ce qui n'est certainement pas le cas, ce qui n'est pas le cas de certaines personnes ayant des ascendants immigrants indiens ou chinois qui se définissent eux un peu différemment de la population, bien qu'ils disent aussi, enfin ils y appartiennent aussi. Donc ces questions autour de la définition du groupe, et d'ailleurs une de mes questions c'est est-ce qu'on peut vraiment parler d'un groupe d'immigrants africains ou de descendants d'immigrants africains? De descendants, c'est sûr que non, mais même sur les immigrants africains, je suis pas sûre qu'on puisse parler vraiment d'un groupe cohérent. Sont à approfondir en les historicisant. Et mon hypothèse de travail actuellement, et j'espère que mon travail, alors là purement historique sur leur insertion, me donnera sûrement des clés pour comprendre un peu cette mémoire un peu effacée d'aujourd'hui.